Allez, c'est parti pour notre grand débat du vendredi avec cette question. Un accord est-il possible, au contraire, mission impossible entre les syndicats et le patronat pour trouver des points d'accord sur la réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement? On se pose la question aujourd'hui parce que c'est hier qu'ont démarré, commencé les négociations. C'était au siège du MEDEF entre les partenaires sociaux. Et ça coince quand même sur pas mal de sujets, vous allez voir. Pour en débattre, Marc Vigneault-Dupoint. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là. Et Henri Stardignac, membre des économistes atterrés. Bonjour Henri. Bonjour David. Merci d'être là tous les deux. Bon, depuis hier, ça y est, ça négocie. Les partenaires sociaux vont se rencontrer en fait tous les jeudis jusqu'au 16 février. L'objectif, c'est de trouver un accord sur cette réforme de l'assurance chômage. Sinon, ce sera le gouvernement qui va reprendre la main. 6 séances de négociation, Marc, pour trouver un accord. Est-ce que c'est suffisant? Certains disent que le calendrier, ma foi, il est un petit peu trop serré ou pas? C'est le cas pour les trois grands sujets de négociation, la formation professionnelle, l'apprentissage et la réforme de l'assurance chômage. C'est un calendrier, oui, c'est presque jamais vu, c'est extrêmement serré. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le gouvernement, finalement, si les partenaires sociaux s'entendent, tant mieux. Ils reprendront certaines de leurs conclusions et d'ailleurs, si ça ne plaît pas au gouvernement, il pourra en rejeter. S'ils ne s'entendent pas, c'est finalement pas si grave que ça, il prendra ses responsabilités et il passera en force sur une réforme qui de toute façon avait été annoncée pendant la campagne présidentielle et sur laquelle il s'agit de tenir des promesses mais tout en les reniant pour que ça soit crédible financièrement. Donc ça veut dire que si l'accord n'est pas assez ambitieux, le gouvernement pourrait ne pas le reprendre dans son projet de loi et faire ce qu'il veut. Surtout qu'une des grandes lignes du gouvernement, c'était de dire l'assurance chômage, c'est paritaire aujourd'hui, mais c'est quand même l'État qui garantit la dette de l'UNEDIC, sinon vous n'auriez pas les mêmes taux d'emprunt, etc. C'est même plus que 30 milliards, c'est 37 je crois maintenant. Du coup, comme l'État garantit la dette de l'UNEDIC et qu'il a la responsabilité d'étendre l'assurance chômage à d'autres publics que strictement les assurés et les salariés qui cotisent, eh bien, l'État doit avoir plus de pouvoir, doit fixer des règles et donc se pose de la question de l'avenir du paritarisme. Avant d'entrer en dur des points de désaccord, des pommes de discorde, Henri, sur la méthode qui a été choisie par le gouvernement, contrairement aux ordonnances, le gouvernement laisse sa chance à la négociation, au dialogue entre les partenaires sociaux. Est-ce que c'est une méthode qui peut être payante ou est-ce qu'on sait d'avance que tout ça va accoucher d'une souris? Alors, pardon, mais oui. je fais une petite remarque, mais ce n'est pas contrairement aux ordonnances. C'est-à-dire qu'aux ordonnances, il y a eu une concertation. Ouais. Là, c'est une négociation au sens d'une loi Larcher, de la loi Larcher. Si, c'est quand même... on les laisse négocier dans leur coin, et puis après, le gouvernement, comme je vous disais, reprendra la main, choisira ce qu'il veut ou pas. C'est la même méthode. C'est des nuances de façon... Il y a des nuances de façon de faire, mais grosso modo, quand même, les partenaires sociaux ont été inclus dans la réforme, dans la concertation sur la réforme des ordonnances. Pardon. Ça risque d'accoucher d'une souris quand on a une histoire qui est assez comique parce que le gouvernement impose aux partenaires sociaux un programme défini par Emmanuel Macron lors de sa campagne qui n'a aucune logique et qui est totalement impossible à réaliser. Donc c'est du grand n'importe quoi. D'abord, il y a eu cette réforme stupide du financement de l'UNEDIC où maintenant une partie de l'UNEDIC est financée par la CSG, donc par des gens qui ne toucheront jamais d'allocation chômage, des retraités ou des revenus du capital, ce qui déséquilibre les pouvoirs au sein de l'UNEDIC. Et ensuite, on leur demande un programme qui est irréalisable, c'est-à-dire indemniser les démissionnaires, promesse qui ne sera pas tenue. Ou à la marge. Qui ne sera pas tenue du tout. Si, pour l'instant, on parle... Si, il y a des choses... Les démissionnaires, pour moi, un démissionnaire, c'est quelqu'un qui dit à son patron vous m'embêtez, je ne veux pas faire ce que vous voulez, donc je ne viens pas demain. Ça, c'est un démissionnaire. Là, on ne l'indemnisera pas, puisqu'il est question simplement d'indemniser des gens pour une durée spéciale, réduite, avec un taux plus bas, des gens qui auront un profil professionnel, un projet professionnel, ce n'est pas du tout ce qu'on avait compris dans les promesses. Ensuite, faudra-t-il voir comment on définit le projet professionnel? Ensuite, on leur demande d'indemniser des non-salariés qui ne cotisent pas, des indépendants qui ne cotisent pas. Donc là aussi, c'est totalement... et qui ne demandent rien d'ailleurs. Qui ne demandent rien. Enfin, certains, les artisans, je pense aux artisans, pardon. Une grande partie ne demande rien. Donc, que peuvent faire ces malheureux syndicats et patrons pour des indépendants qui ne sont pas représentés? Donc, c'est vraiment une négociation tout à fait saugrenue. Et ensuite,
Petit point de détail, Ouais. petit point de détail, que, on reste toujours dans le fait scandaleux que les négociations se déroulent au avenue Bosquet, au siège du MEDEF, sur un texte proposé par le... Toutes les semaines, ça se Toutes passe les semaines, sur un texte proposé par le MEDEF. Ah, mais ça, c'est toujours le cas. Eh bien oui, c'est ce que je veux dire. Ils ont les experts juridiques et les syndicats l'acceptent. Les syndicats continuent à accepter cette chose qui est totalement inacceptable. Ça a lieu au MEDEF. Et en plus, on sait très bien qu'au bout de quelques semaines, il y aura une partie de la négociation bidon qui aura lieu au rez-de-chaussée de la grande salle, mais que les choses sérieuses se définiront au 3e étage avec les syndicats qu'aura choisi le MEDEF. Donc on reste toujours dans un paritarisme biaisé et c'est une majorité syndicale. Et les syndicats, victimes de leur division, voilà, donc on demande à la majorité accepte une situation qui n'est pas acceptable. Et là, on demande aux gens de négocier sur un programme qui n'est pas réalisable. Alors sur la négociation, c'est les négociations classiques. On demande une majorité des syndicats patronaux et syndicaux représentatifs de trouver une majorité. Et si la majorité est trouvée, ça me paraît de la démocratie sociale de la loi. Les négociations. Ça s'est toujours passé au MEDEF. Alors ça se passe symboliquement au MEDEF. On peut le contester. Je crois que même la CGT ne le conteste pas vraiment. En tout cas, une majorité de syndicats ne s'en indigne pas. La CGT, il faut le contester. Ça a été accepté par les autres. Et il y a quand même un problème, moral, qui consiste à se dire, est-il légitime que les syndicats acceptent mais ça, cette comédie, et que le texte soit le texte du MEDEF. D'accord, mais ça c'est un classique, si j'ose dire. C'est pas spécifique à la négociation sur l'assurance chômage. Là, c'est qu'on impose en plus, c'est que il y a un point amusant, c'est que on a eu des directives du gouvernement, donc 3 pages, le gouvernement a donné 3 pages aux syndicats. On a eu en sens inverse une déclaration de l'ensemble des partenaires sociaux, une quinzaine de pages, qui disent, écoutez, il n'y a pas de problème, ce que vous nous imposez, ce que vous nous demandez, c'est difficilement réalisable, et donc pour une fois, il y a quand même... le problème n'est pas tellement l'accord des partenaires sociaux. Le fait est que Macron demande aux partenaires sociaux des choses qui sont pas réalisables. Le discours d'Emmanuel Macron, c'était de dire on va reprendre la main sur l'Unédic. Donc effectivement, cette négociation est en partie de l'affichage, parce que les partenaires sociaux, traditionnellement, sont responsables de l'assurance chômage, donc on est obligé de les faire négocier là-dessus. Mais le gouvernement a toujours repris la main. Quand les conclusions des partenaires sociaux sur l'assurance chômage ne plaisent pas, le gouvernement pouvait reprendre la main les autres fois. Ça sera toujours le cas. Pour ce qui est du financement, vous disiez c'est compliqué, ça complique les circuits de financement. Je dis c'est absurde. C'est absurde, très bien, dans une vision où effectivement l'assurance chômage est une assurance. Et Emmanuel Macron a dit effectivement pour des raisons, il voulait afficher une hausse de pouvoir d'achat sur les fiches de paie, donc il a supprimé la cotisation chômage des salariés sur les fiches de paie pour justement augmenter le salaire net. Donc c'était une autre mesure de politique économique. Effectivement, il introduit de la CSG dans le financement de l'assurance chômage qui complique les choses. Après, si on va vers une universalisation de l'assurance chômage, il y a une certaine logique à procéder ainsi. Donc ça va compliquer, mais c'est des choses de techniciens. Je pense que les gens se demandent surtout, est-ce que les démissionnaires, dans quelles conditions on va élargir leurs droits à l'assurance ? Ils peuvent se mettre d'accord là-dessus. Aujourd'hui, non, mais attendez, c'est pas une question technique. C'est pas une question technique, c'est une question sociale, une question politique. Question sociale et politique, on ne peut pas actuellement, jadis, l'année dernière, les salariés payaient au total 6,4% de leur salaire pour avoir une assurance chômage. Le problème, c'est on dit maintenant, l'assurance chômage était gérée par les partenaires sociaux qui en définissaient ensemble les modalités. OK. Maintenant, d'une part, on les prive d'une partie importante de leurs ressources, ce qui est quand même problématique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir du salaire différé, on a un impôt, donc ce qui permet effectivement à l'État de venir mettre son nez dans l'opération. Et par ailleurs, on leur dit il va falloir indemniser des gens qui, jusqu'à présent, ne payent pas les 4 points
les 4 points, les 4 points d'assurance chômage. Donc il est impossible aux partenaires sociaux d'arriver à un accord, puisque cet accord suppose d'une façon ou d'une autre qu'on fasse payer des non-salariés qui ne sont pas représentés à cette réunion. Donc le gouvernement a choisi de modifier complètement la nature de l'assurance chômage. Et alors, donc cette négociation, alors que l'ensemble des partenaires, le problème n'est pas que les partenaires sociaux sont en désaccord, au contraire, ils sont en accord pour dire on ne peut pas indemniser les démissionnaires et on ne peut pas indemniser les indemnisations. Il y a des démissionnaires qui sont déjà indemnisés. Donc il s'agit de savoir comment on revoit les choses selon les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Donc on va redispatcher de l'argent qui existe pour indemniser les démissionnaires. Quand quelqu'un est muté et que vous êtes son compagnon ou sa compagne, vous avez le droit à l'assurance chômage quand vous démissionnez pour partir le rejoindre. N'importe quel démissionnaire aujourd'hui a le droit à l'assurance chômage après 4 mois de période de carence. Il doit aller voir une commission qui a des avis aujourd'hui qui sont un peu arbitraires, mais en général, on leur accorde l'indemnisation s'ils n'ont pas retrouvé un emploi et qu'ils ont 70 000, je crois, personnes sont concernées tous les ans, c'est ça? Et je crois bien. Il y a 1 million de démissionnaires chaque année. Il y en a 200 000 qui s'inscrivent à Pôle emploi, donc il y en a 800 000 qui démissionnent parce qu'ils ont déjà retrouvé un emploi ou parce qu'ils ne veulent plus travailler. Il y en a 200 000 qui s'inscrivent à Pôle emploi et sur 200 000, il y en a 70 000 qui, d'une manière ou d'une autre, sont indemnisés en utilisant les 3 procédés qui permettent de a fait une promesse de campagne de dire que ça sera plus de démissionnaires. D'ailleurs, il faut lire avec intérêt son programme, parce qu'il dit toujours conditionné à un projet. Hein. Tout le monde a écouté ces phrases en disant voilà, ça l'arrangeait bien aussi de ne pas trop préciser, mais dans son programme, c'est écrit moyennant un projet professionnel. C'est pas sorti du chapeau tout d'un coup là. Du chapeau. C'était écrit sur son. C'est toujours en ligne, vous pouvez les regarder. Vous pouvez regarder qu'au départ, et dans le programme diffusé, distribué, il était bien dit aux démissionnaires. Et donc tout le monde a compris, d'ailleurs c'est le chiffrage qu'a fait l'Institut de l'entreprise, tout le monde a compris que on allait donner à tous les démissionnaires. Or, les conditions sont telles que ça va passer à l'âge. Il essaie de rogner un petit peu parce que ça coûte cher, mais des spécialistes de l'assurance chômage comme Bruno Coquet disent la première année ça peut coûter, mais après si des gens démissionnent pour aller trouver un emploi ailleurs et que dans l'entreprise d'origine on réembauche, au final le système ne coûtera pas plus cher. Et ce spécialiste, un grand spécialiste de l'assurance chômage qui travaillait d'ailleurs à l'OFCE, dit l'État a intérêt à investir la première année parce que ça va coûter la première année et le système peut être équilibré après. On peut contester le fait de rogner une promesse de campagne, effectivement, elle sera un peu rognée. On va redéfinir, c'est une réforme assez technique, on va redéfinir un petit peu dans quelles conditions certains démissionnaires sont indemnisés. Donc il n'y aura plus de période de carence, mais en échange, on contrôlera mieux, on dira bah non, c'est pas une fois, c'est pas quand vous voulez, c'est une fois tous les 5 ans, et puis c'est moyennant un projet professionnel. Encore faut-il le définir. Moi je connais des gens qui sont partis, qui ont démissionné d'une entreprise pour aller, par exemple, écrire un livre. Bon bah est-ce qu'ils ont un projet professionnel? Quand est-ce que le livre sort? Comment l'UNEDIC peut déterminer ça? C'est extrêmement compliqué. En ce qui concerne l'indemnisation des indépendants, c'est pour ça que je dis. Fini. Sur l'indemnisation des indépendants, il se trouve effectivement que le sujet maintenant s'avère être apparemment d'indemniser plutôt les salariés des plateformes économiquement dépendants et de leur offrir un espèce de filet de sécurité. Donc effectivement, on va, dans le pire des cas, on va vers une réforme de l'assurance chômage à l'anglo-saxonne où tout le monde toucherait un filet de sécurité, où ça serait plus proportionnel au salaire de départ, ça ne serait plus vraiment une assurance, mais tout le monde toucherait un filet de sécurité. Là, en l'occurrence, Emmanuel Macron dit pour les salariés, je ne touche pas au système assurantiel, vous toucherez toujours une indemnisation qui est proportionnelle à votre salaire, mais par contre, pour les catégories sur lesquelles j'élargis, ça sera un forfait, un filet de sécurité, donc ce qui est cohérent avec un financement par l'impôt. Par la CSG. Après, effectivement, il y a plusieurs... on fait un espèce de système hybride qui est compliqué, et je vous accorde tout à fait ça. Et le risque, en bout de course, on peut imaginer d'autres présidents ou même Emmanuel Macron plus tard dire « Eh ben maintenant, je veux basculer le système d'assurance chômage sur un système de filet de sécurité avec une indemnisation à l'anglo-saxonne minimale. » Et là, effectivement... ça sera une grosse rupture. Ça sera une grosse rupture. Bon, ça sera difficile à assumer politiquement. Ouais. Ça peut préparer le terrain là-dessus. Mais bon, je ne pense pas qu'il faille...
Pour l'instant, c'est pas du tout ça le projet. Pour l'instant, il s'agit d'élargir un tout petit peu. Et pour les indépendants… Le problème, c'est que Emmanuel Macron, soyons clairs, a fait des promesses de campagne inconsidérées. Ouais. Ces promesses de campagne inconsidérées et totalement illogiques, absurdes. Maintenant, il demande aux partenaires sociaux de réussir à les mettre en musique. Enfin, Henri, ce qui, bien sûr, aboutit à une indemnisation chômage pour les travailleurs des plateformes, ce qui, bien sûr, n'est absolument pas réalisable. En ce qui concerne la question des démissions pour un projet professionnel, il est évident que ce n'est pas à l'assurance chômage d'aider les gens qui ont un projet professionnel de création d'entreprise. Il y a d'autres méthodes. On peut effectivement dire les gens qui veulent créer des entreprises, on va les aider. C'est en rien le projet le projet des démissions que les partenaires sociaux, depuis de nombreuses années, gèrent la question des démissions. Ils sont arrivés à une situation équilibrée où effectivement, lorsque la démission est motivée pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles, c'est indemnisé. Donc, Monsieur Macron n'ajoute rien. En ce qui concerne… C'est un peu de bricolage, mais par contre, l'assurance chômage aujourd'hui offre… Henri, ils vont répondre. Mais non, mais il ne me laisse pas parler. En ce qui concerne, je suis désolé, en ce qui concerne le problème des indépendants, il faut être clair, pour verser aux gens une prestation, il faut que ces gens aient cotisé. On ne va pas redécouvrir maintenant le RSA. On peut dire, effectivement, on va verser le RSA à un certain nombre de personnes. Il y a le RSA, il y a la prime d'activité. Comment voulez-vous insérer entre le RSA et l'allocation chômage une nouvelle prestation réservée aux indépendants? Je dis tout simplement, ce n'est pas possible et les partenaires sociaux ne réussiront pas à le faire. Non mais ça d'accord, mais le gouvernement reprendra la main Parmi les indépendants, on a de nombreux auto-entrepreneurs, fictifs ou pas. Ces auto-entrepreneurs fictifs ou pas qui travaillent de manière épisodique, à temps partiel, etc., ne rentrent absolument pas dans le champ de l'UNEDIC. Et il va être très difficile de les faire rentrer. Non mais vous donnez votre avis, très bien. Moi je vous dis que pour l'instant ce qui est sur la table, c'est éventuellement une indemnisation des indépendants économiquement dépendants, les travailleurs des plateformes. On leur dirait, si vous perdez tout d'un coup votre emploi, Uber vous licencie, vous avez le droit à un filet de sécurité qui n'est effectivement pas le RSA, mais qui serait un peu plus élevé. Et pour les autres indépendants, a priori on s'oriente, d'après ce que j'ai compris, sur une assurance optionnelle. On vous dit, si vous voulez avoir un filet de sécurité, une assurance chômage de l'ordre de 800 €, etc., un peu forfaitaire, vous vous assurez, comme ça vous fait un filet de sécurité. Il y avait déjà des options de régime dans le privé, etc. Là, ce serait quelque chose géré par l'État. Je suis d'accord, c'est pas le… C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ce truc-là, qui est tout à fait respectable, pour que ce truc-là marche, d'abord, il faut que ce soit les professionnels en question qui soient concernés. On peut très bien aller voir les commerçants et leur dire « Souhaitez-vous un système d'assurance chômage ?» Ok, peut-être qu'ils répondront oui, peut-être qu'ils répondront non. Mais ce n'est pas l'UNEDIC que ça peut se décider. Et d'autre part, ça doit être financé de manière autonome par les commerçants, les artisans. Et le fait d'avoir introduit ce truc de la CSG, ça brouille complètement le paysage. Et c'est plus réglable. Apparemment, le gouvernement se rend compte que c'est compliqué et donc propose une cotisation aux artisans et aux commerçants optionnelle et une indemnisation optionnelle qui serait pas proportionnelle aux revenus antérieurs. Et donc c'est un peu ce que vous… Sauf que l'État ou l'UNEDIC sera dans le système. Donc, sauf que en commençant par cette réforme CSG, cotisation sociale salariée, le gouvernement a d'ores et déjà saboté la bonne réforme qui aurait été de dire il y a des cotisations salariées, donc si tel ou tel groupe d'indépendants veut il faut qu'il cotise. Et à partir du moment où on quand on veut étatiser l'UNEDIC, Henri, quand on veut étatiser l'UNEDIC ou qu'on a des velléités d'étatiser l'UNEDIC, enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine cohérence à mettre un impôt et à vouloir étendre une certaine forme d'indemnisation qui est plus forfaitaire par l'impôt. Petite question avant juste, parce que le temps passe. Je reviens à l'idée que
à vous écouter, ça sera mission impossible pour que les partenaires sociaux trouvent un accord. Sur quoi ils peuvent se mettre d'accord et sur quoi on ne trouvera pas d'accord? La taxation des contrats courts, le contrôle des chômeurs. Alors moi, je regrette qu'on n'ait pas parlé de la taxation des contrats courts et moi, je regrette personnellement que le gouvernement semble reculer sur la taxation des contrats courts parce qu'il y avait un système qui marche aux États-Unis. Qui marche aux États-Unis et qui aurait pu permettre de réduire tous ces contrats de cours de moins d'un mois. Comment on sait que le gouvernement a reculé puisqu'il va prendre la main derrière? Il a suggéré que le MEDEF devait proposer, le MEDEF et les autres organisations patronales devaient proposer un système qui permette de juguler ces contrats courts. Mais à partir du moment où il dit « je n'imposerai plus ma mesure que j'avais promis pendant la campagne présidentielle, le bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage », on se dit, bon, est-ce qu'il va permettre au MEDEF de présenter un système alternatif dont on ne sait pas s'il va marcher, c'est très compliqué, le MEDEF va faire le minimum syndical, si j'ose dire, et donc, bon, on a l'impression qu'il recule en race campagne sur ce point-là. Ça doit être un texte du MEDEF, ça va être présenté par le MEDEF, donc naturellement, ça va être le MEDEF qui va tenir la plume et non pas l'ensemble des partenaires sociaux. Encore une fois, le gouvernement n'est pas tenu par la copie des partenaires sociaux. Deuxièmement, le projet bonus-malus, ça ne tenait pas la route une seule seconde parce que ça introduisait des transferts fabuleux en faveur des secteurs stables et au détriment, il y a des manières de prendre en compte des secteurs instables. Donc le projet ne tenait pas la route une seule seconde. Aux États-Unis, ils font comment? Et troisièmement, les États-Unis ne sont pas la France. Troisièmement, le gouvernement, avec la loi travail, autorise l'extension des contrats à durée déterminée d'usage gérés au niveau des branches, ce qui est tout à fait contradictoire avec le projet actuel de... Il a raison. Voilà, et donc il y a une mesure très simple à prendre, et on attend que le gouvernement la prenne, c'est de dire, ben voilà, on supprime les CDD d'usage, et dans chaque branche, et dans chaque branche, on regarde comment on gère le problème, en développant le temps partiel, et en disant aux entreprises, lorsque vous avez besoin effectivement de personnel de manière intermittente, eh bien, il faut que vous arrangiez pour marcher par la sous-traitance et non pas par le CDD d'usage. Le système de bonus-malus peut très bien s'appliquer en France et c'était une très bonne idée. Malheureusement, politiquement, le gouvernement est en train de céder au MEDEF qui est très contre. C'était l'équilibre, à mon avis, de la réforme. Donc, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que le MEDEF est capable de proposer un système crédible pour réduire les contrats courts? Le gouvernement dit, si ce n'est pas crédible, si ce n'est pas sérieux, on passera toujours par le régime de bonus-malus. Donc, ça, c'est une des questions. Par le bonus-malus, tout simplement parce que le bonus-malus, ça réduirait de façon extrêmement importante les cotisations de secteurs comme les banques, les assurances, etc., au détriment de secteurs en difficulté, de services, etc. Il y a des moyens de prendre en compte les spécificités des secteurs. Et le gouvernement ne le fera pas. Il y a des moyens. Il y a des moyens, oui. On peut mettre des pondérations en disant votre secteur est structurellement plus utilisateur de contrats courts, donc on va faire un système différent. On va ajuster les paramètres pour Si tout ça accouche d'une souris, cette négociation jusqu'au 16 février entre les partenaires sociaux, encore une fois, on se dit que c'est même pas grave parce que derrière, le gouvernement il reprendra la main. On finit là-dessus. Mot de la fin pour chacun. Oui, mais je crois que de toute façon, cette réforme, telle qu'elle s'engage, ne sera pas une des réformes fondamentales du quinquennat Macron. C'est-à-dire qu'il faut tenir à tout prix des promesses de campagne en les rognant parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même très compliqué au niveau du financement. L'histoire de la CSG, c'est absolument pas par volonté d'avoir d'un esprit de système et de faire de la cohérence dans les financements. C'est uniquement pour augmenter la fiche de paie à la fin du mois. Justement, c'est ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est de faire n'importe quoi pour des raisons purement électorales, d'introduire des réformes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune logique. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la réforme de l'assurance chômage me paraît beaucoup moins finalement centrale, surtout qu'il va falloir faire des économies sur l'assurance chômage, c'est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron. On voit mal comment il pourrait se passer d'économies sur l'assurance chômage s'il veut faire les économies qu'il a promis de faire. 60 milliards d'euros sur 5 ans. Même 80 maintenant, puisque à peu près 80, oui, parce que la trajectoire de finances publiques qui a été présentée donne 80 milliards d'économies. Encore plus dur. Encore plus dur. Mais les deux réformes, à mon avis, essentielles, c'est plus la réforme de l'apprentissage et la réforme de la formation professionnelle. Là, effectivement, la réforme de l'assurance chômage, c'est une opération de window dressing, si j'ose dire, pour dire on tient nos promesses de campagne. Bon, certes, on les a un peu rabotées, on les a adaptées à la réalité. Il y a des sujets polémiques, donc le bonus-malus
ce qu'on a évoqué à la fin, mais aussi le contrôle des chômeurs dont on n'a pas parlé, c'est dommage. Voilà, je pense que ça ne sera pas l'essentiel et effectivement, il y aura quelques extensions d'assurance pour les indépendants et pour les démissionnaires. Reste à voir dans le détail si c'est un système qui est meilleur que celui d'aujourd'hui, ça reste à voir. Mot de la fin pour Henri. À vous. Le problème, c'est que les partenaires sociaux se retrouvent devant des promesses de campagne qui sont absurdes et totalement irréalisables, que cette histoire CSG, cotisation sociale salariée, ça a déséquilibré complètement le système et que la grande question qui est quand même quel est l'avenir de l'assurance chômage dans un monde où se développe la précarité, se développe aussi l'auto-entrepreneuriat, où il y a de plus en plus d'entreprises qui ne veulent pas avoir des salariés, qui disent aux gens, soyez entrepreneurs, on vous appellera quand on aura besoin de vous, ce qui est quand même la tendance actuelle, ça pose un problème de fond auquel il faudra réfléchir. Est-ce qu'on accepte ça? Comment on indemnise des gens, les maquilleuses, les intermittents du spectacle, les serveurs de restaurants, les livreurs de Deliveroo, Uber, tout ça, dans la mesure où ça se développe, il faudra bien y repenser logiquement. Et je dis, jusqu'à présent, le gouvernement, et en raison des promesses de Macron, n'a pas pris les moyens pour avoir une réflexion sérieuse sur le sujet. Enfin, on va vers un système, les anglo-saxons ont répondu, l'Angleterre a répondu, c'est un système de filet de sécurité pour tout le monde. Si on pousse la logique jusqu'au bout, c'est ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Effectivement, Emmanuel Macron va faire un système hybride, on maintient le système tel qu'il est pour les salariés et on crée un espèce de filet de sécurité pour les autres. Et ce filet de sécurité, la question c'est est-ce que ce filet de sécurité va s'étendre pour tout le monde? Est-ce qu'on va rogner sur le système? Le vrai sujet là, le vrai sujet il est là. C'est combien chacun aura de salaire et combien il sera payé donc par ce filet de sécurité qu'on peut appeler chômage, qu'on peut appeler revenu universel, pourquoi pas, mais il faudra y réfléchir à fond et là on n'en prend pas le chemin. Allez, merci à tous les deux, merci donc pour ce débat entre Marc Vigneault, journaliste au Point, merci Marc, merci à Henri Standignac, membre des économistes atterrés, tout c'est à revoir bien sûr en replay sur Boursorama.